On reconnaissait notre ennemi par la façon dont il s'habillait, la façon dont il parlait, la façon dont les couleurs qu'il portait. Donc c'était important qu'à l'époque, de nos jours, les jeunes ils vont se taper pour une embrouille, pour une histoire. Nous, simplement, comment il est habillé voulait dire que c'était notre ennemi à la vie et à la mort. Donc on arrivait dans des situations extrêmes contre des gens qu'on connaissait même pas. Tout simplement parce qu'il avait les couleurs ennemies. Malgré tout, on avait l'impression de faire une guerre, mais une guerre qui existe vraiment. Le grand public, il s'en fout. Ils n'étaient pas conscients de mais ça. nous, on était conscients qu'un faf qui te voit au loin, s'il est avec 10 potes, il t'a reconnu. Tandis que des faf qui voient des noirs, ils vont pas tous les agresser. Mais par contre, ils voient un chasseur, ils vont l'agresser. Et en fait, le chasseur, c'était limite le mec qui disait « je suis noir et je t'emmerde ». C'était ça le chasseur, en fait. Tu devenais une cible pour tous les fascistes de la capitale qui contrôlaient la rue à l'époque et qui avaient en moyenne 25 ans d'âge. Celui qui portait ses couleurs, c'est celui qui assumait qui il était. Généralement, la culture ambiante, c'est l'hypocrisie. On n'assume pas vraiment qui nous sommes. Or que les Neuskis, ceux qui portaient leurs couleurs, et que ce soit les deux qui, Rudy, Red, c'était des mecs qui disaient, voilà, je suis Red, je suis de qui, je suis Rudy, qu'est-ce qu'il y a? Et alors? À l'époque, j'avais une meuf qui était au bahut à Montaigne. Et donc, ce quartier il était complètement contrôlé par les skins, tout le monde le sait. La rue d'Assa, c'est un endroit très dangereux pour un chasseur. Et moi, j'y allais avec le blouson et mes couleurs, fièrement. Et évidemment, la gazeuse lacrymogène dans la manche, mais jamais dans la poche, parce que souvent, t'as pas le temps d'atteindre ta poche. Donc, on l'avait toujours dans la manche, toujours prêt à dégainer, gazer, partir en coup de poing. Ça dépend des situations, des cas de figure, ça dépend. Parce qu'on avait des codes de l'honneur à l'époque dans la rue. Quand il arrivait qu'on tombait sur une bande de 10, et il y en a un qui dit, tiens, qui savait que j'étais qui, mais il dit, bon, bah voilà. Moi, je me prends qui en tête à tête. Les gars, ils se mettaient tout autour et ça se passait en tête à tête. Il arrivait même que ce mec-là se fasse complètement démolir, que ses copains me touchent pas, que je lui arrache ses couleurs au sol et que je reparte la tête haute au milieu d'un quartier skinhead, sans qu'il me touche. La différence de maintenant, c'est que c'était noyé dans la masse, c'était un peu tout le monde. Les feufas, ils ont des casquettes comme ça avec marqué AG ou machin ou truc, on les voit plus. Et les mecs, quand ils font faim, on les voit plus non plus. Les Zoulous, c'est tous uniformes, et ainsi de suite. Alors vraiment, le truc qui représentait l'époque, c'est que chaque deux bancs, ils avaient vraiment leurs idéologies, leurs couleurs, leur façon d'être, même leur façon de marcher, voir. Tu vois, c'est un truc qui différenciait les autres, quoi. C'est un truc qui pouvait vraiment... C'est surtout un truc que tu devais assumer du début à la fin, du matin au soir. Alors voilà, les bandes, elles avaient toujours un petit truc à elles. Par exemple, le blouson de la bande, on va dire, c'était toujours le bombardier, le bombers. C'est les blousons dans Paname, toutes les bandes, elles ont porté ça. Les premières bandes, elles portaient tous des bombardiers et des bombers et des fly jackets. Pas de perfecto. Chez nous, il n'y a pas de perfecto. Ça, c'est les trucs pour les mecs avec les cheveux graisseux. Non, nous, c'était le fly jacket, bombardier, bombers. Toutes les bandes avaient un point commun, on avait tous se couper les cheveux chez Simplon. Donc on avait tous la même pecou. On avait une pecou, c'était un tremplin. En fait, Simplon, c'était un coiffeur spécialisé en coupe afro. Et il nous faisait des coupes qu'il faisait au Black Panther. C'était une espèce de tremplin que tu voyais. On avait un petit peu les cheveux rasés sur le côté et puis une espèce de brosse comme ça. Les skins, eux, par contre, ils se prenaient par la tête. Ils prenaient un rasoir bic et hop, ils y allaient. Donc je répète, les premiers chasseurs n'avaient rien à voir avec des skinheads, même si on avait des bombers, même si on a porté leurs chaussures, adopté leurs techniques de combat. C'est comme on a combattu en face d'eux, on a vu qu'ils étaient efficaces, ils avaient les triplex. Franchement, une fois je me suis retrouvé en face des skins du FIAP, ils m'ont sorti la triplex, j'ai vu que bon, c'était efficace. J'ai dit bon, j'ai copié ça. Les docks, prends-toi un grand coup de dock dans ta tête avec des fers de combat sur l'arrière du crâne, c'est l'équivalent d'un coup de batte de baseball. Donc là aussi, on a trouvé que c'était efficace, donc on a copié. Ensuite, le bombers, écoutez, le bombers, ça coûte de l'argent. Comme on tapait ces gens-là, on profitait, on prenait leur blouson, on s'habillait avec. D'ailleurs, je me rappelle que pour le test initiatique de ma première bande, les Red Boys, que j'ai formé moi-même, dans le 13e, du côté de l'amiral Mouchier, près de CTU, et personne n'avait de bombers au début. Donc tout le monde arrivait et on dit, voilà, première chose, il va falloir que tu trouves tes vêtements. Et on les volait à des ennemis. Il n'y a pas moyen de dépouiller un civil qui porte un bombers. Le bombers, il faut qu'il soit pris sur un skin. Les docks, il faut qu'elles soient prises sur des skins. Les bacs de combat, il faut qu'elles soient prises sur des skins. Et vous savez, pour prendre des bacs de combat sur un skin, il faut le soumettre. Parce qu'il faut que je les enlève lui-même. Après, c'est compliqué d'enlever des bacs de combat. Après, on rentre dans des barbaries que j'ai pas envie de parler. C'est pas compliqué. T'as une paire de paras, t'es en combat. Les Neuskis ont des paras, toi t'as des bottes allemandes ou des paras qui est pareil, tu vois, c'est coq contre coq. Les mecs ont des bacs de combat, des gants plombés, des machins, t'as gants plombés contre gants plombés. T'as une batte dans le dos parce qu'ils ont des battes dans le dos. T'as un bomber parce que tu veux pas te faire accracher le col. Et t'as une coupe courte parce que tu veux pas te faire prendre par les vœux. T'es un guerrier dans la rue, on me dit que eux c'était des guerriers. C'est à part de cette idéologie-là. Moi je me réveillais le matin, je me mettais pas dans ma glace en me faisant genre putain je vais me faire Gosbo.
Je vais me faire non, je vais être dégueulasse, je vais avoir une sale gueule parce que je veux que le ski en face il trompe quand tu vas voir ma gueule. C'est ça. Parce que c'était un truc de guerre vraiment quoi. C'était vraiment. C'était la guerre quoi, c'était la guerre quoi. La grande nouveauté à ce moment-là, c'est qu'il y a un radicalisme antifa qui se développe et qui n'est pas du tout politiquement encadré. C'est-à-dire qu'on n'est pas issu d'organisations, tu vois, et donc c'est vachement brut, c'est vachement violent forcément, c'est vachement radical et ça échappe au contrôle de tout un chacun, tu vois. Le truc, c'est beaucoup de gens disaient ouais mais c'est des humains comme les autres, ce que vous faites c'est comme eux, c'est pas ça. Nous on part sur le principe que lorsque quelqu'un est nazi dans sa tête ou nationaliste, si en plus il est habillé avec des paraboots ou des triplex sur lui, il peut passer à l'action en 2 secondes. Et lorsqu'on leur explosait la tête, c'était pour qu'ils puissent se dire que c'était dangereux d'être habillé comme ça. Et donc, même si on ne changeait pas l'idée de la personne, on savait et c'était prouvé que lorsque cette personne s'habillait normalement, je dirais, entre guillemets en civil, c'était moins facile de passer à l'action. Comment tu peux laisser un ski avec une croix enflammée, lui qui est à mort sur une terrasse de café, par exemple, avec ses paraboosts, là c'est blanc, assis, limite une croix gammée apparente, c'était pas possible. Les forces au pouvoir à l'époque ne faisaient rien. C'était un mouvement, on le laissait faire. Je pense qu'à un moment donné, ce mouvement a été laissé... ils ont laissé perdurer ce mouvement. C'était simplement pour diaboliser l'extrême droite. On est encore dans ces trucs où la gauche a instrumentalisé le FN comme repoussoir pour rester en place. Et à ce niveau-là, les petits fachos sont une denrée qu'il faut absolument médiatiser, quoi. Il faut te rendre compte aussi, à cette période-là, il y a eu énormément de médiatisation sur les no-skis, donc on les voyait dans les journaux, on les voyait à la télé. Je suis africain. Africain, casse-toi alors. Allez, casse-toi. Bonsoir, quoi? Casse-toi. Sinon? Ils s'entraînent, disent-ils, à la guérilla urbaine dans ce tunnel désaffecté de la petite ceinture de Paris. Les mecs, on les montrait dans les émissions juste parce qu'ils envoyaient des cocktails Molotov dans les... Ils faisaient des murs, sur des murs, ils faisaient des trucs de merde. Ou alors par moment ils agressaient un papa immigré de 45 ans, un vieux, et ça faisait parler. Et ça on s'est dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. La grande différence, je pense, entre l'extrême droite et nous, c'est que nous on chassait l'extrême droite. Eux des fois ils attendaient, si on se trouvait, on se tapait. Nous on les chassait, on sortait le soir pour en trouver. C'est ça la grande différence. C'est qu'on cherchait du faf. À ma connaissance, en tout cas, à ce moment-là, ça n'existe pas dans les autres pays. Enfin, tu vois, on est vraiment les premiers ici à Paris à avoir développé cette espèce de radicalisme militant et actif, cet activisme antifa dans la rue. Bon. Et c'était surtout, à ce moment-là, on est en pleine montée du FN, etc., qui commence à faire des cartons aux différentes élections. On est tous, nous, bien conscients que c'est la partie visible de l'iceberg. Le fascisme, on sait très bien, ou le racisme et tout ça, que ça se passait beaucoup dans les bureaux. Mais nous, notre importance, c'était les militants qu'on voyait dans la rue. Dans les rues, dans les ruelles, partout, quoi, dans les concerts, dans les soirées, quoi. Même si la politique de l'époque, ainsi de suite, ne pouvait pas permettre à ces gars-là de fermer leur gueule et leur dire qu'ils avaient tort, en gros, nous, on l'a fait. Même si c'était pas encore mature, il y avait la volonté de s'inscrire dans une démarche politique et idéologique. Politiquement, il ne faut pas non plus nier l'évidence, la plupart d'entre nous sortions de l'adolescence. Qu'est-ce qu'on voyait? Une grande déception politique, que ça soit la droite, que ça soit la gauche, et jusqu'à présent d'ailleurs, n'apporte pas spécialement les changements espérés par la jeunesse française. Je pense aussi qu'il y a une génération immigrée qui a une prise de conscience, qui est là depuis suffisamment longtemps pour finalement pas avoir le réflexe uniquement communautaire, mais s'impliquer socialement dans le pays, comme des jeunes Français. Je crois que ça joue quand même pas mal. Ça va être récupéré par les trucs comme SOS Racisme, ça c'est flagrant, mais cette prise de conscience elle est évidente dans les quartiers. Il y a des gens qui se disent moi je suis français,
comme les autres, et puis je ne vais pas leur laisser marcher sur les pieds. Ça, c'est une réaction qui est normale. À l'époque, alors moi j'étais un jeune des cités. Sur le plan identitaire, c'était le flou total. Moi, en tant que jeune, je ne savais pas où j'allais, qu'est-ce que je faisais exactement. Bon, mais autant qu'individu black, il y avait surtout beaucoup de frustration. Il y avait beaucoup de frustration. On n'avait pas de modèle, on n'avait pas de repères, il n'y avait rien. Donc, lorsqu'on s'est retrouvé pris dans ces mouvements-là, on avait déjà l'impression d'exister. Bon, les vrais groupes de chasseurs, on devait être 3 ou 4, c'est tout. En tout, dans Paris, on a dû être moins d'une centaine. Et on était tous des frères. C'est-à-dire que même pas de même bande. Mais quand il fallait bouger ensemble contre un groupe fasciste, solidarité, c'était respect. Moi, il n'y a pas de problème à dire. Même si entre individus, certains ne s'appréciaient pas. Quand un jour, il fallait qu'on soit tous ensemble, on était tous ensemble. Il y avait vraiment une idée politique qui nous motivait tous, c'était combattre le fascisme en France. Cause perdue parce que maintenant on connaît les résultats, mais bon. Mais bon, il fallait pas laisser le pavé au groupe néo-nazi. Ça nous donnait beaucoup d'espoir pour l'avenir. Parce que c'était vraiment ce que moi j'appelais vraiment un combat collectif. Le mouvement skinhead, bon, c'était un mouvement, on va dire, identitaire et profondément xénophobe, raciste, ce qu'on voudra. Hein. Mais nous, il y avait quelque chose d'universel.